Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papille. Si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez que ce n'est pas cet épisode-ci qui devait sortir aujourd'hui. Mais malheureusement, la partie 2 que nous avions faite avec Caroline Letouzé ne pourra jamais voir le jour pour des questions de confidentialité, d'information, etc. C'est pas grave. Mais du coup, j'avais envie de vous parler quand même de cinéma parce que ça fait longtemps, j'avais envie de revenir sur des analyses films, séries, cinéma et pop culture, enfin pop culture et gastronomie. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Papille Culture Club, aussi pour la simple et bonne raison que je n'ai pas forcément vu de films, de livres ou de séries ces derniers temps spécifiquement consacrées à la nourriture. J'ai lu un livre que j'ai adoré qui s'appelle L'Hôtel aux oiseaux, qui parle beaucoup de nourriture à un moment, mais c'est vraiment très secondaire dans l'intrigue, donc je me suis dit j'ai pas forcément envie d'en parler là tout de suite. J'en parlerai peut-être plus tard quand j'aurai relu d'autres ouvrages ou vu d'autres films vraiment avec des thématiques gastronomiques et puis je l'insérerai dedans. Mais du coup aujourd'hui j'avais envie de parler d'une thématique qui rejoint en fait un peu toutes les thématiques que j'avais abordées jusqu'à présent, qui est comment la nourriture peut permettre de construire les personnages dans les films. Alors on va se focaliser sur films et séries, mais évidemment dans les livres des fois c'est un peu la même chose. L'avantage dans les films et séries c'est que c'est un peu en arrière-plan, en arrière-fond, c'est montré à l'image mais pas forcément décrit, et ça veut dire souvent beaucoup, ça permet beaucoup de décrire les personnages, de les écrire, et c'est ça qui est très chouette et c'est ça qu'on va analyser aujourd'hui. Si vous avez écouter ou regarder plusieurs des épisodes de la série du Papille Culture Club, j'en avais fait beaucoup notamment au moment du calendrier de l'Avent. Vous le savez, dans les films et les séries, la nourriture c'est jamais, ou en tout cas très rarement, un simple décor. Généralement elle a une fonction narrative qui est très importante. Et pour le personnage, ça permet souvent de le décrire, de dire ce qu'il désire, ce qu'il cache, de dire plein de choses sur sa personne de manière, indirecte. Manger, cuisiner, servir des repas, être à table, etc. Souvent, c'est un vrai arc narratif et c'est ça qu'on va analyser. La nourriture, dans les films, ça agit un peu comme une biographie miniature. Elle va raconter une classe sociale, une mémoire familiale, un rapport au désir, au corps, à l'amour, à l'ascension sociale, enfin, à plein de choses. Et toutes les études qui ont pu être réalisées le montrent, la nourriture, elle agit toujours comme un marqueur culturel, affectif et identitaire. Et le cinéma n'y fait pas exception. Bourdieu le disait d'ailleurs, le goût alimentaire n'est jamais complètement neutre. Il est intégré dans les hiérarchies sociales, dans les habitudes de classe, dans le capital culturel et dans les systèmes de distinction. Et au cinéma, on retrouve exactement la même chose. Autrement dit, on pourrait se dire, dis-moi ce que ton personnage mange, je te dirai qui il est. Et la première fonction de la nourriture, elle est d'abord caractérisante. C'est ce qui nous permet de définir une personnalité. En quelques secondes, on peut donner une épaisseur psychologique à un personnage. Dans Friends par exemple, Joey, on sait directement quel type de personnage il est. Le gourmand, mais qui se fiche un peu de toute la gastronomie, qui veut manger pour le plaisir, qui mange énormément. Il a aucune culpabilité par exemple. Pour lui, la nourriture, c'est une extension du plaisir immédiat. D'ailleurs, il y a une scène où ses amis lui demandent de choisir entre les femmes et la nourriture, et il sait pas choisir. En fait, pour lui, ces deux piliers, tout est un peu mis au même niveau. What about you, Joe? What would you give up, sex or food? I don't know. It's too hard. No, you gotta pick one. Food. No, sex. Food. Sex. Food. I don't know. Oh God, I want both. I want girls on bread. Et puis on connaît sa maxime, Joey doesn't share food. Il va pas manger pour se donner un genre, pour impressionner ou pour se distinguer, il mange simplement parce que c'est ce qui lui procure du plaisir. Alors qu'à l'inverse, dans cette même série, on a Monica pour qui la nourriture va avoir un tout autre rôle. Déjà au démarrage, ses sources de complexes au démarrage, c'est celle qui mange énormément dans sa jeunesse pour compenser un manque affectif, pour compenser le regard que les autres portent sur elle, etc. Et puis à terme, la nourriture, du coup, garde ce truc de contrôle de puisqu'elle a réussi à maigrir, etc. Maintenant, elle contrôle la nourriture qu'elle va manger, mais c'est aussi pour elle une façon de donner de l'amour. Sûrement parce que, justement, pour elle, c'était combler ce manque, la nourriture. C'est ce qu'elle va reproduire avec les autres. Elle aime beaucoup
cuisiner pour ses amis, se réunir autour de la table, être l'hôtesse de la maison. C'est ça qui est important pour elle, c'est comme ça qu'elle peut montrer son amour et c'est comme ça qu'elle a envie de le faire. Mais du coup, elle aime bien, la nourriture qui va être bien faite, qui va être bien réalisée. Elle est chef et elle est chef gastronomique. Elle, pour le coup, on n'est pas sur de la nourriture pizza, par exemple, alors elle va en manger, etc. Mais ce qui la caractérise, c'est vraiment la nourriture gastronomique et la façon de bien faire, de montrer aussi son côté perfectionniste à travers la nourriture. D'ailleurs, on a un peu cette même logique dans Desperate Housewives. Brie Van de Camp a exactement cette même signification. Pour elle, la nourriture, c'est carrément sa marque de fabrique. C'est un trait de sa personnalité à part entière. Tout le monde le sait dans son entourage. Elle cuisine bien et elle a envie que ça se sache. Elle a envie de rester l'hôtesse parfaite, justement. Il y a d'ailleurs cette scène où Catherine lui vole la vedette en arrivant dans le voisinage et ça ne lui plaît pas du tout parce que c'est sa marque de fabrique. Elle t'a soufflé la vedette avec sa tarte au citron meringuée ? C'est une plaisanterie. Oh, pas du tout. Cette femme méprisable ne devait logiquement apporter qu'une simple salade verte. Non contente d'avoir apporté une tarte, elle a caché la mienne et nous a servi la sienne. Non, c'est bien au-delà du méprisable, c'est du terrorisme culinaire. Oh, et pire encore, sa maudite tarte était meilleure que la mienne. C'est impossible. C'est la stricte vérité. Tout le monde l'a reconnue. Oui, même moi. La nourriture, pour elle, les plats, ça va être distingué, ça va être maîtrisé. Elle connaît tous les rouages et c'est ce qui lui permet aussi, du coup, d'une certaine manière, de montrer son amour, en tout cas, de garder la face, de montrer qu'elle a une famille parfaite. Ça va aussi beaucoup passer par sa cuisine. Chez elle, plus que chez Monica, on a toutes les deux ce côté perfection, mais chez Brie, il va y avoir aussi ce côté armure. La nourriture, c'est ce qui va la protéger. Quand plus rien va, quand tout s'effondre, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va cuisiner. Donc en tout cas, à travers ces quelques personnages, mais on pourrait en citer des dizaines et des dizaines d'autres, la nourriture et la cuisine a toujours montre toujours une caractéristique de leur personnalité. On sait comment sont ces personnages grâce à ça. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on peut reprocher aussi, c'est que dans beaucoup de séries, la caractéristique de la maîtresse de maison parfaite, c'est toujours cuisiner. Ils ont effectivement des visions un peu archaïques de notre société, mais effectivement, il y a quand même ce côté-là. Et donc je le disais, la nourriture c'est souvent lié à l'amour, le repas, la façon de préparer le repas, etc. Mais c'est aussi une marque de contrôle. Brie et Monica en sont des parfaits exemples. Chez Brie, les repas c'est moins des moments familiaux vraiment partagés que des rituels d'ordre, des rites auxquels on peut pas trop échapper. Dans ces repas, et d'ailleurs, dans beaucoup de films, on peut le retrouver dans Feaston, dans plein de choses comme ça, le repas c'est aussi très codifié et c'est une manière de montrer la place de chacun, de montrer la perfection de la famille. Le père, la mère, les enfants, tout le monde est assis, personne ne bouge, etc. Tout le monde fait semblant, tout le monde met son masque pendant le repas de famille. Et ça, effectivement, c'est plus ce qu'on va voir dans le côté repas. Et il y a beaucoup de films où c'est effectivement pendant le repas qu'il y a aussi ce moment qui dérape parce que finalement, on n'arrive plus à maintenir sa place et donc ça va déraper. C'est le cas, effectivement, comme je le disais, de Feaston. C'est le cas, par exemple, du Prénom. À chaque fois, c'est sur des moments de repas qu'on va avoir ce côté, finalement, ça explose parce que on n'arrive plus à maintenir ce masque. Et le repas, c'est assez symbolique parce que justement, on a tellement l'habitude de, pendant un repas de famille notamment, de maintenir ce masque social que c'est finalement le moment où tout le monde comprend et peut plus s'identifier au dérapage. La nourriture, c'est aussi profondément une manière de montrer son attachement à une communauté, de montrer qu'on a sa place quelque part dans une communauté. Ça, c'est le cas par exemple dans Harry Potter. Au démarrage, Harry, il est privé de plein de choses, il peut à peine manger une tartine de pain dans son placard, et il va arriver à Poudlard devant cet immense banquet qui pour le coup va être aussi symbole d'amour, d'inclusion, de profusion. Que le banquet commence. Ça va aussi nous permettre justement de voir que finalement avant il n'était pas à sa place, il avait à peine de quoi manger, il n'était pas à sa place et maintenant qu'il l'est, tout abonde à lui aussi finalement. Le repas et la nourriture, ça devient un acte d'intégration à part entière. Et puis à l'inverse, si on reprend toujours l'exemple d'Harry Potter, les scènes de banquet peuvent aussi être le témoin justement d'une hiérarchie sociale. Des hiérarchies qui sont invisibles, mais pendant que tout le monde mange à table, il y a les petits elfes de maison derrière en cuisine qui font en sorte que tout soit parfait. À un moment, on va voir ce travail caché et ça va justement aussi montrer le côté, il y a ceux qui ont le droit d'être à table et il y a ceux qui sont cachés derrière dans les cuisines et qui sont là pour contenter les autres. La nourriture, c'est donc purement politique. Elle va révéler
certes une communauté, elle permet d'être intégrée dans un groupe, mais elle montre aussi tous les angles morts de tout ça et de tout ce qui se passe quand on n'est pas dans le groupe. Pour montrer tout ça, toute cette partie conflit de classe, c'est aussi des éléments qui peuvent être révélés grâce à la cuisine. Là, j'ai envie de parler du film Partir un jour, qui va justement montrer tout ça. Elle va changer de type de cuisine pour montrer aussi son changement de classe sociale. Dans le film, Cécile, qui vient donc d'une famille qui détient un restaurant de routier, va finir par faire Top Chef, être sur le point d'ouvrir un restaurant gastronomique, et donc son père va lui faire à plusieurs fois la remarque de tu renies là d'où tu viens, tu renies tes origines, tu renies ta classe sociale, et ça se montre justement typiquement par la cuisine, qui est ce changement de passer d'une cuisine de routier à une cuisine gastronomique. Et au fil du film, je ne veux pas forcément trop spoiler, mais il y a justement ce côté réunion, ce côté renoué avec ses racines, qui va aussi passer par la cuisine et la création d'un dessert signature, d'un plat signature, qui justement va faire le lien entre tout ça et montrer que ça sert à rien de renier ses origines, elles sont là dans tous les cas. Et en tout cas, dans ce film, la cuisine le permet vraiment. La cuisine, c'est ce qui fait ce lien entre les origines de Cécile, plein d'autres choses aussi, mais qui fait le lien entre ses origines et où elle en vient. Faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve. C'est toi la dame qui a gagné Top Chef? Oui, j'ai mon resto à Paris, tu sais. Oh putain, c'est je baisse. Je baisse. Allez, ça part pour la vite, ça part pour la vite. Mais c'est pas cool. Je vais devoir rester plus longtemps finalement. C'est compliqué avec mon père. Faut savoir ce qui te fait rire. Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine. Et ce film, finalement, il est très bourdieusien. Le goût, ça devient purement une affaire de position sociale. Il y a celui qu'on aime, celui qu'on renie, celui qu'on apprend à aimer et celui qu'on désapprend à assumer. C'est toute sa trajectoire de vie qui va justement se jouer dans la cuisine. Il y a un autre film dont j'ai envie de parler pour montrer à quel point la cuisine est pleinement emprunt de son identité, en tout cas fait partie à part entière de notre identité, c'est le film La Petite Cuisine de Mehdi. C'est donc un jeune homme qui commence à travailler dans un restaurant et qui a envie d'ouvrir son propre restaurant, qui réfléchit aux plats qu'il veut mettre à la carte, etc. Et en parallèle de tout ça, en fait, il y a tout un mensonge, parce que du coup, il a deux vies. Il a sa vie dans le restaurant, qui est donc un restaurant français, une brasserie traditionnelle, etc. Et à côté, il a ses origines, donc sa mère. Donc lui vient à des origines algériennes et donc sa mère a tout ça, etc. Mais pour autant, au démarrage, sa cuisine n'a absolument aucune empreinte de ses origines algériennes. Et au démarrage, donc il ment, il sépare sa vie avec donc sa nouvelle copine qui s'appelle Léa, son restaurant, etc. et sa vie d'avant, sa vie avec sa mère, ses origines, etc. Il veut pas présenter Léa à sa mère et il ne dit surtout pas à sa mère qu'il a une copine, et surtout une copine française. Tout le film tourne autour de ça, encore une fois je veux pas trop vous spoiler, mais à la fin, encore une fois, va y avoir ce côté, finalement, le mensonge se délie petit à petit et ça lui permet aussi de renouer avec ses origines. Et in fine, ces plats, les plats qu'il va mettre dans son restaurant à lui, qui vont le représenter lui, ont justement cette double culture de ses origines algériennes et ses origines françaises. Il va mêler les saveurs, les goûts, etc. Et à titre personnel, quand je rencontre des pâtissiers et des pâtissières, c'est un des éléments qui m'intéresse énormément, justement, de voir un peu l'impact que ça peut avoir, sa culture, d'où l'on vient, les origines, les voyages qu'on a fait, etc. Je trouve ça fascinant. Et justement, dans ce film, c'est exactement ce qui se joue. Et je trouve que on voit aussi justement je renoue avec mon passé, je renoue avec mes origines, donc je renoue avec mon identité, je me crée ma propre identité de tout ce que je connais. Et bien tout ça, ça passe aussi par la cuisine, et on le voit typiquement dans les plats qu'il va proposer et l'évolution des plats qu'il propose. Maman, pourquoi tu m'as jamais appris à cuisiner les plats algériens? Toi, pourquoi tu m'as jamais invité dans ton restaurant? Vous êtes la sœur de Mehdi. Non mais depuis le temps que je voulais te rencontrer. Mon frère nous cache, hein. Il a honte de nous. Oh, je viens avec toi dimanche, Mehdi. C'est impossible. Il y aura la famille, il y aura les amis de ma mère et tout. C'est bien, comme ça je rencontre tout le monde. C'est compliqué, ma mère. Ce film, c'est pas juste l'opposition de la cuisine algérienne et de la cuisine française, mais ça permet de montrer comment un personnage peut réussir à rendre compatible et assembler plusieurs appartenances, se retrouver lui-même dans entre différentes cultures. Donc, au global, on pourrait encore en parler des heures, on pourrait analyser énormément de films, et justement des films où la nourriture a une place toute petite, finalement, qui est très secondaire. J'ai vu par exemple hier Juste une illusion au cinéma, et ce que je trouve assez rigolo, c'est que y a ce côté
Vincent qui vient d'une famille où on se dispute beaucoup, etc. Et genre certes, il y a des repas, mais on n'a pas envie d'y être parce que ça crie beaucoup autour de la table. À côté de ça, il va se réfugier chez l'un de ses amis et quand il arrive, sa mère qui est italienne lui sert une assiette de lasagne et il y a ce côté, c'est vrai que c'est ce qui va être réconfortant, ce qui va montrer justement les différences entre les familles et où là il y a le côté réconfort, on est dans une famille aimante où tout le monde s'aime et du coup la nourriture le montre aussi. Et puis il y a une troisième famille qui est celle de son amoureuse dans le film et où elle, le repas se passe dans le silence et justement on va rejoindre un petit peu des catégories de repas un peu comme dans Brie, etc., de la famille parfaite où tout le monde est là, joue son rôle mais finalement personne ne parle et ça crée encore plus de tension. Et justement avec ces différences de repas, simplement de voir comment est-ce que chacun agit, mange, réagit avec la cuisine, je trouve qu'à chaque fois ça veut dire énormément. Et certes tout ça c'est montré en fait à chaque fois par plein d'autres arcs narratifs évidemment, mais la cuisine en fait à chaque fois, je trouve la nourriture joue vraiment un rôle là-dedans et souvent qui a un rôle en trame de fond qui permet de souligner, d'amplifier ce qui est dit dans l'histoire, dans la narration, quelque chose de très sous-jacent et qu'on va comprendre, c'est un sous-texte qu'on comprend parce que on peut s'identifier. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la nourriture dans les films, elle sert très souvent, pour ne pas dire tout le temps, à écrire un personnage parce qu'en un geste, en une scène, sans qu'on ait besoin de parler, elle peut dire ce que des dialogues pourraient mettre des pages à expliquer. On utilise la mémoire et le référentiel collectif pour pouvoir dire ce qu'on ne veut pas dire à l'oral, pour pouvoir montrer ce qui est plus compliqué à dire. Et souvent, juste grâce à ça, ça permet de définir un caractère, de définir un personnage, d'écrire aussi une histoire. Un personnage qui cuisine trop parfaitement cache peut-être au fond du chaos. Un personnage qui a besoin de contrôler tout ce qu'il mange cache peut-être un manque d'amour et d'affection. Un personnage qui revient dans le restaurant familial affronte peut-être sa classe sociale d'origine. Un personnage qui cache sa cuisine cache aussi peut-être une partie de lui-même. Et un personnage qui découvre un banquet découvre aussi qu'il a le droit et qu'il mérite d'exister. Et c'est ça que j'adore dans la cuisine au cinéma, c'est à quel point elle veut dire beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle interview. N'hésitez pas d'ailleurs s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ces thématiques. Je pense qu'une autre chose que j'ai envie de faire dans ces épisodes, peut-être sur les prochains, c'est d'analyser une scène de film en particulier. De pas rentrer sur toute la narration du film, mais d'analyser vraiment une scène particulièrement pour aller plus loin dans l'analyse.